Bonjour, bienvenue pour ces nouveaux rendez-vous des matériaux, des techniques de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons sur une problématique des protections au feu des matériaux. Bien sûr, nous allons survoler cette matière, hein. Nous avons 20 minutes, on va faire différentes, je dirais, vues, pas entièrement, mais je pense que ça pourra au moins provoquer dans un deuxième temps des questions, beaucoup de questions, et je l'espère des réponses. Commençons par une définition de du feu. Hein, le feu, c'est une combustion vive qui se manifeste par des flammes, une émission de fumée et des gaz. Un dégagement de chaleur, le feu se propage à tous les matériaux combustibles environnants et la température augmente fortement. Je pense que l'homme de Cro-Magnon l'a compris, c'est bien exactement pour ça qu'il en faisait. Euh, Nous voyons que nous ne resterons pas sur cet exemple de l'homme de Cro-Magnon. Cependant, nous voyons bien que il y a une naissance. C'était là, je pense, où il y avait le plus de dextérité pour mettre le feu, hein, une naissance du feu. Ensuite, une croissance jusqu'au point d'inflexion, si on pourrait dire ceci, c'est-à-dire une forte montée de température due par un embrasement généralisé. Et là, c'était bien sûr le développement du feu. Et ensuite, tant que le comburant et le carburant sont présents, nous arrivons à son apogée et après, bien sûr, l'extinction. En analysant ces, en analysant ces données, nous voyons que le feu ou la chaleur a trois modes de propagation. Le premier, le rayonnement, qui est tout simplement un corps chaud va émettre un rayonnement électromagnétique de type ultraviolet. Ce rayonnement a une certaine énergie. Lorsqu'il va arriver sur un autre corps, va transmettre cette énergie sous forme de chaleur et d'embrasement, le cas échéant. Deux exemples de la vie quotidienne. Alors bien sûr, pas notre saison, sauf si vous êtes à la Martinique, vous avez pris des vacances à la Martinique, ben vous avez sûrement utilisé certaines lotions pour éviter, et bien sûr, les coups de soleil. Sinon, l'exemple habituel, on prend une loupe, hein, on concentre les rayons solaires, on concentre l'énergie provoquée par les infrarouges, et il y a embrasement de notre petit bout de papier. Nous revenons ici, donc chaleur, rayonnement. Ensuite, la convection. La convection, tout simplement, c'est quoi? C'est une énergie qui va circuler, qui va s'accumuler et circuler grâce au mouvement de l'air. Donc cette énergie thermique est transformée par les fluides en mouvement. Nos radiateurs électriques, je parle des anciens, hein, des résistances, un flux d'air qui passe dans ces résistances électriques se réchauffe à leur contact et va se répandre dans la pièce. Donc cet effet qui est principalement aérolique. Donc le dernier, transmission de la chaleur, celle par conduction, qui est là un phénomène où le contact direct entre deux solides, dont un chaud, un froid, va faire la transmission énergétique. Le meilleur exemple, bien sûr, lorsqu'on touche une plaque chauffante électrique, on sent le transfert de chaleur à nos dépens. Ce transfert va jusqu'à l'uniformisation de la température. Et lorsque vous avez une source et un foyer de feu, bien sûr, nous allons arriver à ce transfert total. Un autre effet, hein, celui de Brandon, qui est là, je dirais, une combinaison. Nous avons des escarbilles, hein, vous savez, ces fameuses petites cendres très volatiles qui sont enflammées et qui vont être transportées par un moyen aérolique, soit de vent, hein, le vent, le courant d'air, ou même la convection. Cette escarbille va se propager, bien sûr, l'incendie dans la zone voisine. Hein, et en fonction des forces et de l'intensité de tout ceci, bien sûr, peuvent aller beaucoup plus loin. Toute cette propagation
donne aussi une idée des stratégies de protection qu'on devra mettre en œuvre. Il est certain que pour trouver des solutions qui n'apportent pas de choses au feu, avec un minimum de dégagement, de fumée par exemple, et de gaz, on pourrait dire qu'on pourrait les catégoriser en deux parties. Les méthodes passives et les méthodes actives. Les méthodes passives, où on va regarder, on va choisir des matériaux qui évitent la propagation du feu. Les méthodes actives, quant à elles, seront des méthodes qui vont réduire les risques d'incendie. Des confinements, des ajouts ou des ajouts d'une tierce personne, si je pourrais dire ça, de l'eau par exemple, comme les sprinklers ou les choses comme ceci. Nous pouvons aussi imaginer, lors des choix de ces matériaux, des moyens complémentaires, comme de regarder la réaction de nos matériaux choisis, de cette réaction au feu, leur comportement, et aussi bien sûr de leur capacité à résister au feu, donc de la réaction du feu et de la résistance au feu. Bien sûr, toutes ces données sont, je dirais, évidentes, mais qui conditionnent le traitement anti-feu d'une solution. Ici, nous voyons le fameux triangle. Alors, je vous avoue que, bien sûr, le fameux triangle du feu, mais modifié. C'est les trois axes qui sont souvent repris lorsque le normalisateur veut faire des spécifications. La première, qui est très souvent reprise, c'est la fameuse propagation de la flamme. Je mets une flamme, je regarde comment elle se comporte. Elle s'éteint, combien de temps, combien de chemin elle aura parcouru. On a aussi, bien sûr, la création de la fumée, des gaz, et on va regarder son opacité. Pourquoi son opacité? Ben, tout simplement parce que s'il y a de la fumée dans un environnement, le passager, le public, aura du mal à se situer ou à voir les sorties de secours. La toxicité des effluents gazeux, bien sûr, est à prendre en compte. Parce que si le moyen de protection du feu engendre plus de désagréments que le feu lui-même, on comprend que ce n'est pas notre objectif. Donc on va toujours regarder la toxicité. Le mécanisme, parce que bien sûr on parlait de propagation. Donc le mécanisme de propagation, et là je prends sur les polymères, hein, qui sont souvent, on le voit bien, lorsque vous mettez le feu à différents thermoplastiques, polycarbonate ou autres, on voit que polycarbonate était le mauvais exemple, à du PVC, on voit que s'il n'est pas chargé, ben, qu'il va se propager, la flamme va se propager. Alors, comment faire? Eh ben, les mécanismes commencent, dans la plupart des cas, très schématiquement. On a un apport de chaleur d'inflammation, qui bien sûr vont dégrader le polymère, vont opérer des dépolymérisations, des coupures, hein, des backbreaking ou différentes choses sur votre polymère. Ce polymère va se transformer en deux phases. La phase gazeuse et la phase carbonée. La phase gazeuse qui, elle, en présence d'oxygène et de chaleur, la chaleur d'inflammation, va s'auto-enflammer, hein, ou directement s'enflammer, et va créer des fumées. Ces fumées vont s'échapper, mais il y aura aussi une création de chaleur, de flamme. Pour la phase solide, là, lorsque vous interagissez entre une chaleur d'inflammation et de l'oxygène, on va avoir de l'oxydation thermique. Cette oxydation thermique, bien sûr, de la phase solide, qui va se carboner. Cette étape crée également de la chaleur. Donc, nous voyons bien ici la chaleur, de par sa phase gazeuse, de par sa phase solide, contribuer, améliorer, augmenter la chaleur d'inflammation, donc la dégradation du polymère, donc de la création, et nous avons compris que nous rentrons dans un cercle infernal, si je peux dire ça, du feu, et de la propagation du feu.
Lorsqu'on connaît ce mécanisme de dégradation, ça permet aussi d'imaginer comment on peut venir rompre une relation importante pour éviter, bien sûr, soit au niveau de la phase gazeuse, soit au niveau de la phase solide, euh, des je voulais pas le dire le mot, des inhibiteurs. Voilà. Tous les matériaux ne sont pas égaux devant la flamme. Ici, sur ce graphe, en abscisse, vous avez un temps d'exposition, en ordonnée des températures obtenues par la flamme. On voit bien sûr dans le bas de la de tout, de l'ensemble, température, temps, on voit les mousses polyuréthane, les mousses polystyrène, qui mousses polystyrène aux alentours de 350 degrés vont brûler, les mousses polystyrène au niveau de 500 degrés. Donc on comprend que lorsque vous avez des montées de température, elles sont menacées de combustion. Il y a un effet assez intéressant, l'acier, qui, nous sommes d'accord qu'à 600 degrés, il ne va pas s'enflammer. Bien sûr, on doit attendre des températures beaucoup plus hautes pour qu'il s'enflamme. Cependant, il perd sa capacité portante. L'exemple typique, une charpente métallique, lorsque vous allez monter en température, l'acier ne va pas s'auto-inflammer, non, mais il va perdre sa capacité. Rupture. Le poids, il ne pourra plus supporter le poids de la charpente. La laine de verre qui fond aux alentours de 700 degrés, donc on voit bien que lorsqu'un feu déjà un fourni intense, la laine de verre peut avoir des catastrophes, des effets catastrophiques sur les personnes qui sont en dessous, par la laine de verre étant mise quand même sous les toits. On voit bien sûr la laine de roche, les températures et surtout après 2 heures d'exposition à 1000 degrés, arrivé à 1000 degrés, la capacité passive de la laine de roche. Et bien sûr, cette laine, on va souvent la voir dans les endroits feu ou très haute température. Dans l'habitat, par exemple, tout ce qui est gainage et protection des cheminées, par exemple, laine de roche. Ça paraît d'une logique, en voyant ce tableau, d'une logique implacable. La réglementation, parce que bien sûr on parle de mécanismes, on parle de matériaux, de capacité de matériaux à résister à la flamme, mais la réglementation, en fonction du type d'activité, va demander des choses qui sont quand même basées sur la même intention, mais je dirais qui peuvent différer. Par exemple, au niveau du bâtiment, le classement M, allez dans votre supermarché de bricolage favori et vous allez voir les différents types de classement M, de M0 à M5, en promettant bien sûr, on va dire, les meilleures propriétés feu jusqu'aux moins bonnes. L'automobile, avec le FMVSS, alors on le dit, on dirait tranquillement, le FMVSS 302, qui donne surtout l'inflammabilité des matériaux que vous avez dans vos voitures, propagation de la flamme principalement, participation du matériau à la propagation du feu. Très regardé, le ferroviaire, qui est aussi dans le même, la spécification ferroviaire, je parle française, donc la NF 16101, qui est dans le même principe. Les Allemands avec la DIN 5510 de propagation de feu et de flammes. L'aéronautique a, on va dire, en fonction des zones où vous êtes, va proposer différentes normalisations. Si c'est des zones passagers, des zones non passagers, les zones passagers vont demander le plus d'attention, principalement bien sûr par la participation des matériaux à la combustion, donc d'éviter que le matériau soit un bon combustible, déjà d'une part, et d'autre part aussi à leur émission, les gaz émis, principalement dans la densité, la toxicité bien sûr, pour voir les chemins d'évacuation et ne pas s'intoxiquer sur cette route d'évacuation. La marine avec le MSC 6167 IMO, donc là nous sommes aussi dans des protections des structures marines et qui demandent aussi des bonnes caractéristiques ou bonnes performances à la flamme. Donc bien sûr ces réglementations, en fonction de votre milieu, vous devez, parce qu'il n'y a pas de... c'est bien une réglementation, vous devez vous y conformer.
Différentes normes européennes, je dirais que les quatre premières sont les plus souvent utilisées, beaucoup dans le bâtiment, mais ça peut différer aussi. Les résistances mécaniques, les étanchéités flamme-gaz, hein, le fameux E d'étanchéité, l'isolation thermique, le rayonnement, l'isolation par rapport au rayonnement. En petit exemple ici, nous avons un symbole E, hein, qui donne une barrière contre la propagation du feu, des gaz, gaz chauds bien sûr, et de la fumée. EW qui demande en même temps une faible transmission du rayonnement thermique, et EI qui demande aussi une protection thermique supplémentaire qui paraît très intéressante pour par exemple une porte coupante, une porte de section au feu typiquement. La réglementation incendie actuelle, alors c'est pas c'est que des exemples bien sûr, la déformabilité de certains types de matériaux, hein, et surtout les matériaux fusibles, hein, on pourrait appeler fusibles, qui doivent tenir un certain temps, mais après le devenir, non, c'était surtout pour dire j'ai le temps d'évacuer. Des protections de structure, hein, contre le feu qui sont aussi très intéressantes. Donc ici on a un poteau métallique, HPN avec une petite peinture anti-corrosion pour protéger le métal de la corrosion, et après un bon flocage à la laine de roche et on va dire un doublage décoratif. Donc on a bien compris, l'acier, caractéristique de l'acier à 600 degrés, aux alentours de 600 degrés, en fonction du type d'acier, à la flamme. Qu'est-ce qu'on vient-on faire? On vient mettre un matériau beaucoup plus résistant à sa surface pour bien, on va dire, isoler l'environnement de très haute température, de la performance, et garantir la performance de notre poutre. Nous revenons, le moyen, là, on part de l'acier au polymère, euh, ou on va dire des organiques, en étant un peu plus général. Comment fait-on pour retarder la propagation? Nous avons deux phases, hein, du moins deux actions, une sur la phase condensée et une autre sur la phase gazeuse. Sur la phase condensée, depuis très longtemps, on connaît la vertu, hein, des hydroxydes métalliques, hein, des ALOH 3 fois, les hydroxydes d'aluminium, ou les hydroxydes de magnésium, qui ont une excellente performance au niveau du feu. Cependant, on voit, et maintenant on en connaît les conséquences, pour obtenir vraiment un matériau ignifugié, il faut être très chargé, mettre énormément de ce type d'hydroxyde, et souvent supérieur à 60% de votre matériau initial. Les systèmes intumescents qui regroupent énormément de possibilités, donc c'est pour ça que je me limiterai à des formations, à la définition de formation d'un bouclier thermique qui diminue, ralentit les transferts de chaleur, euh, et bien sûr, surtout, qui va bien séparer la phase solide de mon matériau de sa phase vapeur. On l'a vu tout à l'heure, la phase vapeur est une création de chaleur. Pardon. La phase solide, eh bien,